Valia Kamaki, merci beaucoup d'être là à mon appel pour faire cet entretien dans la série de la lutte contre le Covid en Méditerranée. Il fallait bien sûr passer par la Grèce, d'autant que nous avons je ne sais pas si elle est bonne, mais apparemment une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'Acropole a réouvert ses portes en début de semaine. Est-ce que ça signifie que c'est la page de l'épidémie qui se tourne? Apparemment, c'est une page qui est moins tragique que dans beaucoup d'autres pays. J'ai regardé les tout derniers chiffres. Vous êtes le 49e pays dans l'ordre, donc assez bas, fort heureusement pour vous, avec 165 morts, c'est-à-dire 15,4 morts pour 1 million d'habitants. C'est donc un résultat étonnamment peu lourd par rapport à beaucoup d'autres pays, y compris bien sûr la France. Oui, c'est vrai. Et il y a plusieurs thèmes sur la table. Je ne sais pas par où commencer. Commençons par l'Acropole, parce que c'est vrai que c'était un moment émouvant, surtout que notre nouvelle présidente de la République, Caterina Sakellaredou, est une fille, est une dame qui commence à faire ses preuves, qui a une culture de gauche et qui, en même temps qu'elle visitait l'Acropole, qui donnait à Grèce et à toute l'Europe et peut-être à tout le monde, si je ne vais pas être trop optimiste, donner un message de retour à la normalité, disons. Alors, en même temps, elle tweetait un message contre les discours de la haine, contre l'homophobie, contre la xénophobie, qui était vraiment quelque chose de très bien, qui était vraiment très bien vu. Alors, oui, c'est vrai que l'Acropole est ouverte, mais comme j'espère qu'on aura l'occasion de voir un peu plus tard. Et la question de tourisme, c'est une question primordiale pour nous et on ne sait pas trop comment on va l'aborder, mais ça, je pense que ça sera pour après. Oui, c'est vrai alors qu'on a eu très peu de cas, très peu de morts. Si on voulait donner une explication de tout ça, bon, d'abord, il y a une fausse nouvelle qui circule comme quoi c'est dans le ADN des Grecs, comme dans toutes les Méditerranéens, qui résiste le coronavirus. Alors, ça, c'est plus ou moins mignon parce que ça ne fait pas trop de dégâts, mais quand même, ça donne aussi une indication comment ces fausses informations qui circulent partout sur le COVID-19. Oui, parce que Valia, quand même, les Italiens ou les Espagnols qui sont aussi méditerranéens, paraît-il, eux, ils ont payé et payé cher. Hein. Oui, mais on est plus au sud. Alors, les Italiens du sud, par exemple, ça continue cette fausse nouvelle. Les Italiens du sud, ça a été beaucoup moins touché que les Italiens du nord. Alors, bon, évidemment, c'est du n'importe quoi, mais je veux dire que c'est vrai que la Grèce était beaucoup moins touchée. Et ce qui est une très bonne chose, parce que notre système Santé. public n'était pas prêt du tout à accueillir un nombre élevé de cas. Il y a début février que le travailleur au secteur de la santé dénonçait que parmi les 3000 lits dans les soins intensifs que la Grèce avait besoin, on ne disposait que 560. Alors, l'écart est énorme. Alors, si jamais on n'était pas, ça se passait pas aussi bien, on aurait eu beaucoup plus de problèmes que ce qu'on a vu. Quelle était la stratégie des autorités? Parce que tu sais, on a eu en France de grands débats. Au fond, il y a plein de pays, je ne parle pas de l'Europe, mais au-delà, qui ont réussi à refouler le Covid. Et en général, c'est avec une stratégie simple, qui était une stratégie d'abord de test, ensuite de confinement des personnes malades et de protection, avec les masques en particulier, des personnes saines. Stratégie que les dirigeants français n'ont apparemment toujours pas compris ou n'ont toujours pas remarqué qu'elle existait. Mais dans les pays où ça a été mis en œuvre,
que ce soit le Vietnam, que ce soit la Corée, que ce soit Taïwan, que ce soit l'Autriche, que ce soit d'une certaine manière l'Allemagne, on a eu une réussite. Chez vous, c'était comment la stratégie mise en œuvre? Oui, alors d'abord, on s'est enfermé assez tôt. Tous, mais vraiment tous. C'était une stratégie parce que probablement ils ne savaient pas exactement comment les choses allaient s'évoluer. Alors, la comité scientifique a réagi très rapidement et elle a dit il vaut mieux que tout le monde se confine chez lui. Alors, le porte des masques, là, il y a eu un grand débat chez nous aussi. Alors, on ne savait pas vraiment si c'était obligatoire ou pas, mais c'est vrai que les gens ont préféré par eux-mêmes prendre le parti je porte un masque, je porte un masque, je porte des gants. Et alors, disons, l'obéissance de la population aux règles dans une grande mesure, c'était un des facteurs décisifs pour cette, disons, réussite. Mais on a aussi autre chose qui est peut-être intéressant, c'est qu'en Grèce, il y a très peu de maisons de retraite où le Covid a frappé l'Europe plus ou moins partout. Euh, mais aussi, la Grèce est plus éloignée du centre d'Europe. Alors, les échanges, dès qu'on arrête le voyage aviaire, la circulation s'arrête presque. S'arrête. Alors, ça veut dire qu'on n'avait pas beaucoup de gens qui venaient de l'Italie, qui était la première frappée. On n'avait pas beaucoup de gens qui venaient de Chine parce que la Chine était déjà confinée. Alors, on s'était épargné de ces côtés-là. Et troisième facteur, je pense, c'était le fait que on a une économie qui est basée sur de petites et moyennes entreprises, surtout les petites. Alors, on n'a pas une industrie basée sur les grosses unités de production. Alors, ça veut dire que les gens n'entrent pas très en proximité facilement. Donc, ce qui était notre, disons, défaut pendant la période de la crise économique, ça a fait notre force pendant la crise sanitaire. Ce sont des paradoxes très intéressants dans cette crise, que les faiblesses deviennent des forces. Par exemple, on a parlé avec nos amis de Gaza. En fait, l'embargo, pour une fois, a été une protection extraordinaire. On a eu une catastrophe sanitaire en Israël, mais pas à Gaza et pas d'ailleurs non plus en Cisjordanie, pour une part du fait de l'embargo qui a empêché la circulation des gens et donc de la Ouais, ouais. maladie. Alors on est maintenant quand même un peu dans la sortie de crise. Quelles sont les conséquences de la crise, je parle économique et sociale en Grèce, parce que l'épidémie a touché une économie quand même convalescente après les années très dures qu'on a suivies avec vous, avec Solidarité. Oui, oui, et on doit vous remercier encore une fois. Mais j'aimerais bien commencer par une chose qui est plutôt bonne. Et le système public était au bord de la faillite parce que on y dépensait plus et on pensait que la stratégie du gouvernement était de faire passer tout vers le secteur privé. Alors, ça, c'est une mutation qui s'était arrêtée net, qui s'est coupée net, parce que tout le monde maintenant a réalisé que sans système public fort, on ne peut rien faire. La santé est un bien public et le secteur privé ne peut fonctionner qu'en tant que complémentaire et ça ne peut pas être vraiment le moteur de la santé publique. Ça, c'est impossible. Impossible. Alors,
Alors, on espère que la marche vers l'abîme privé est arrêtée. Pour un moment, pour toujours, on verra bien, mais au moins on peut faire un grand ouf là. Alors, sur les autres conséquences quand même, les choses ne sont pas aussi bonnes. D'abord, on pourra parler de chiffres que la Commission européenne a donnés pour la Grèce, d'abord. Alors, c'est à la limite du tragique parce qu'il prévoit une récession de 9,7% et un taux de chômage de 20%. Nos chiffres à nous donnent pour le mois d'avril 2020 et de mars et d'avril 2020 donnent 5 000 moins d'emplois par rapport au même 2 mois de l'année dernière. Ça, et en général, ce sont des chiffres qui sont pire que les chiffres des années de récession de 2011-2012 où la récession était vraiment au plus bas. Alors, on entre dans une phase à nouveau, malheureusement, où on aura du mal à se relever et on a bien peur que pour se relever, il faudra réentrer dans des mesures, le gouvernement reprendra des mesures d'austérité très, très sévères. Juste pour Alors, bien se comprendre, j'ai pas bien compris le chiffre de perte d'emploi, de perte 100 000, 100 000. Hein, 100 000, 100 100 000 000, oui, oui. emplois de moins que le même 2 mois de l'année dernière. Pour la Grèce, c'est énorme, évidemment. Il n'y a pas de mots, hein. Il y a vraiment pas de mots. Et encore plus, c'est qui, par rapport à la récession économique des années, début des années 2010, on a aussi une facilité à, à, à transformer le contrat de travail au contrat flexible, télétravail, on s'arrête un peu, Intérim, on verra après, toutes les formes de flexibilité inventées avant et nouvelles sont sur la table aujourd'hui, même pour le secteur public. Et alors, si le secteur public est aussi touché par de telles mesures, ça veut dire que la société et l'économie en général vont entrer dans une période de récession qu'on n'a jamais vue, même pas dans la crise économique. Et voilà, donc les choses ne sont pas... une question dont on n'a pas parlé jusqu'à présent d'ailleurs dans les entretiens, il semble que une des principales victimes de cette épidémie, ce soit la presse écrite. Ah oui, C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, les journaux, les quotidiens, en tout cas les quotidiens nationaux, quotidiens régionaux ont encore une marge de manœuvre importante, en tout cas dans des pays comme l'Allemagne ou la France ou l'Italie d'ailleurs. Mais chez vous, la presse était déjà en très mauvais état. ah Donc, oui. comment tu vois les choses? Je sais que pour les journalistes en Grèce, exercer ce métier, ça devient quelque chose de presque impossible, quoi. Et on n'a pas encore de chiffres. Et on n'a pas recensé des chiffres, mais je sais que le vente de quotidien pendant cette période-là était une chose. Je suis obligée de dire tout le temps qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vu. Mais il n'y a pas d'autre mot à décrire ce qui se passe. Et c'est vrai que la presse écrite est parmi les secteurs qui ont été touchés les plus fortement. Il y a des journaux qui vendaient 5 000 par jour ou 6 000 exemplaires par jour et qui sont topés à 500 ou à 600. Alors, on peut pas vivre comme ça. Alors, je sais que tous les collègues et tous les journaux
Ceux au moins qui n'ont pas de capitaux financiers derrière eux pour compenser le dégât. Euh, Disons que toute la presse indépendante en Grèce est en train de chercher en Europe de subventions, de capitaux spécial crise et qui sont tous en train d'essayer de survivre. Alors, c'est aussi, la presse est aussi le secteur qui est entré en première à cette mesure, cette moyen choisi par les gouvernements du chômage temporaire forcé pour faire face à la crise. Sinon, ce n'était pas possible. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a plusieurs collègues qui sont entrés en chômage et qui écrivaient par-dessus en télétravaillant à la maison, mais vous voyez, ce ne sont pas des choses qu'on peut. C'est pas avec ça qu'on peut faire vivre un journal. Hein. Bien sûr. On va peut-être parler un peu de politique, c'est-à-dire est-ce que l'épidémie a eu des effets? Vous avez une nouvelle direction par rapport à celle qu'on a connue de Tsipras, de Syriza. Elle s'est manifestée comment? Elle s'est montrée capable de gérer l'épidémie. Elle a, comment dirais-je, arrondi son discours néolibéral, ou elle a essayé de, comme le fait Macron ou comme le font d'autres dirigeants, de se faire passer tout d'un coup pour des socialistes modérés, bien sûr, mais des socialistes quand même, convaincus de la nécessité de développer le secteur public, etc. etc. Enfin, quelle a été l'évolution du langage chez vous, on change vite de langage, je sais. Bon, et chez nous, on est en train de vivre les triomphes médiatiques euh, de notre gouvernement. Parce que justement, on a ici peu de morts et pas beaucoup de cas. C'est les moments d'un triomphe que je ne suis pas sûre que ça va durer longtemps encore, parce que le lendemain est aujourd'hui. Alors, mais pour l'instant, tout est bien, tout fonctionne vraiment, vraiment très bien. Et puis, vous vous inquiétez pas, comme on vous a sauvé du Covid, on vous sauvera de la récession qui va peut-être venir après. Alors, on est dans ce genre de discours. Euh, bon, c'est clairement néolibéral, la politique, ça n'a pas changé, sauf en ce qui concerne la santé publique. Mais on va voir, comme je disais tout à l'heure, comment ils vont gérer la question de la récession, du secteur public dans des autres départements. Il y a aussi une grande réforme. La, le Parlement grec n'a pas été fermé. Alors, on a continué à passer des lois et des lois plus ou moins importantes concernant le travail. On prépare aussi une loi sur la réforme de l'éducation nationale. Et ce qui a fait sortir les écoliers, les étudiants, les profs, tout le monde dans les rues juste avant le Covid-19. Et maintenant, on s'y attend un soulèvement du secteur de l'éducation et on verra où ça va mener. D'ailleurs, il y a une grande la seule chose qui a eu une opposition importante ces derniers jours, c'était l'ouverture des écoles. On n'est pas du tout convaincu que c'était une bonne chose d'ouvrir les écoles, surtout que le télétravail n'a pas trop marché. Et tous les profs n'ont pas donné vraiment de cours, c'était plus ou moins de discussions. Les examens de la fin de l'année ne se feront pas. Il y aura que les examens pour les bacs qui se feront. Sinon, le reste, ça va être une année perdue, en fait, pour l'éducation. Un dernier mot peut-être. Le président français et la chancelière allemande
ont annoncé une initiative commune qu'ils proposent aux 27 membres de l'Union européenne, une forme de dette commune de 500 milliards d'euros qui permettrait d'aider tel ou tel secteur, tel ou tel pays en fonction des nécessités. Est-ce qu'à Athènes, on attend encore quelque chose de l'Union européenne, vu l'expérience faite pendant plusieurs années avec la Troïka et avec l'Europe avec son Je visage sens, le plus je noir? sens que c'est une question piège. Non, pas du tout. Non, 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 non. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore une crédibilité et une attente dans l'opinion publique à l'égard de l'Union européenne? C'est pas en Grèce, on a un proverbe qui dit que celui qui se noie, il se tient par ses cheveux. C'est la seule chose que je puisse te répondre. Que si on y croit encore, oui, on y croit encore parce que ceux qui sont désespérés, ils croient toujours, hein, sinon si on perd l'espoir. Mais c'est vrai que le gouvernement est déjà, il a eu une première vague de prestations de la part de la communauté européenne qui était de l'ordre de 37 milliards, si je ne me trompe pas. Encore pour l'instant, on ne sait pas si la Grèce a eu un bon part de cet argent et si elle a demandé plus. On a l'impression que ce n'est pas l'Europe qui nous gêne pour l'instant, c'est si le gouvernement fait bien ses négociations et si elle souligne bien les problèmes. J'aimerais bien finir avec le tourisme quand même parce qu'on l'a Oui, évoqué bien tout sûr, à l'heure, bien sûr. mais on n'a pas fini. Et s'il n'y a pas de tourisme cette année en Grèce, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'il faut savoir que la seule industrie grecque, c'est le tourisme. Et les gens qui travaillent dans ces secteurs travaillent pendant 6 mois et puis ils sont au chômage pendant 6 mois et après encore 6 mois et ça s'échange comme ça. Alors ça fait des familles et des familles vivre. Et pendant la crise économique, on n'a jamais eu un problème avec le tourisme. C'était le seul secteur qui marchait bien. Alors, le gouvernement n'a toujours pas annoncé les mesures qu'il attend prendre pour soutenir ce secteur. On attend toujours. Mais sans tourisme, la Grèce, et on ne sait pas si c'est possible en fait. Ni vous, ni nous, ni les Allemands, ni les Italiens n'ont aucune idée comment ça va se passer, si on sera autorisé de voyager, comment on va voyager, si on pourra prendre le bateau. On ne connaît rien pour l'instant. Si on sait que les Italiens ont rouvert Oui, leurs frontières aux touristes, hein, ça c'est quand même une différence oui, importante. Le reste, Emilia, je ne Romagna. sais pas si vos frontières sont ouvertes actuellement. Je ne Oui, sais pas si je peux prendre l'avion et venir te voir à Athènes, ce qui me ferait très plaisir. oui, moi aussi. D'ailleurs, j'ai appris que les tickets d'avion ne sont pas, les billets d'avion ne sont pas aussi chers qu'avant, hein. Non, non. Mais oui, on sera ouvert, mais c'est à Emilia-Romagna, par exemple. Romana, on peut aller en train, on peut aller en bus, on peut aller en auto. En Grèce, tu peux seulement prendre l'avion. Bien C'est sûr. qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui rend le déplacement plus difficile. C'est ça le problème. Et si on veut se déplacer en plus aux îles, Donc toi, tu nous invites maintenant à venir en ah Grèce, en oui, fait. absolument, vous êtes tous invités, oui, oui. Merci beaucoup, Evkaristo.